Au cœur d'une terre rouge, sèche, brûlante, un campement s'étire le long de la rivière Tsavo, dans l'actuel sud-est du Kenya. Des centaines d'hommes y travaillent jour et nuit, des ouvriers venus d'Inde et d'Afrique, encadrés par des ingénieurs britanniques. Leur mission ? Ériger un pont au-dessus des eaux troubles de Tsavo et, au-delà, tracer une voie ferrée. Un projet colossal voulu par l'Empire britannique. Une ligne destinée à relier l'océan Indien aux profondeurs de l'Afrique de l'Est. On l'appelle la Lunatic Line, la ligne des fous. Un surnom moqueur pour un chantier jugé impossible. Tracer une voie ferrée à travers les terres sauvages. Relier Mombasa au lac Victoria. Étendre la domination britannique, rail après rail. Mais tous ces hommes vivent dans des conditions précaires, sous de simples tentes de toile, sans murs, sans protection, au bord de la savane. Une savane qui, tout autour, semble calme, trop calme. La nuit, elle murmure, des bruissements, parfois de lointains grognements. Rien d'inquiétant, pas encore. Le campement s'endort sous un ciel sans nuages. Les lampes à huile vacillent, les dernières voix s'éteignent, puis le silence. Un silence trop parfait, trop lourd. Au matin, une tente est déchirée. Un lit est vide. Pas de cris, pas de lutte, juste des empreintes dans la poussière, de grandes traces qui s'éloignent vers la brousse. Le lendemain, un autre homme disparaît, sans bruit, sans trace. Puis un troisième, un quatrième. Chaque nuit, un corps en moins, une tente vide. L'inquiétude devient terreur. Certains refusent de dormir, d'autres quittent le camp. Les plus superstitieux parlent de malédiction. Mais bientôt, un mot circule entre les tentes. Lion. 2 lions sans crinière, surgissant à la tombée de la nuit. Ils ne rugissent pas, ils n'ont pas peur du feu, ils ne fuient pas les hommes. Et surtout, ils ne tuent pas seulement pour se nourrir, ils tuent parce qu'ils le peuvent. Chaque nuit, la tension monte. Chaque jour, le camp se vide un peu plus. Les travaux ralentissent. La peur s'est installée, irrésistible, silencieuse. Alors, on tente de se défendre. Des gardes sont postés, les feux de camp doublés. On dresse à la hâte des clôtures de ronces et de bois secs. Des fosses sont creusées, des pièges improvisés. Certains tirent dans le noir au moindre mouvement. Mais rien n'y fait. Les lions déjouent toutes les défenses. Les fosses se contournent, les clôtures se franchissent. La nuit, ils rampent sous les toiles, frappent sans bruit et disparaissent, comme des ombres. Le camp donne bientôt un nom à ces bourreaux, les mangeurs d'hommes de Tsavo. Mais dans les murmures, on les appelle autrement, le fantôme et l'obscurité. Le chantier s'arrête. Plus personne n'ose travailler. Des centaines d'ouvriers jettent leurs outils, fuient dans la brousse, abandonnent tout derrière eux. À Nairobi, à Londres, les autorités coloniales s'alarment. La presse s'empare de l'affaire. Les rapports officiels parleront de 28 morts. Mais sur place, les survivants murmurent un autre chiffre. 135. L'homme en charge du chantier s'appelle John Henry Patterson, lieutenant-colonel, ingénieur irlandais, formé à la discipline militaire, méthodique, sobre et passionné de chasse. Face à la peur qui paralyse le camp, Patterson ne veut plus subir. Il passe à l'offensive. Il fait ériger des plateformes de tir dans les arbres, tisse des pièges plus élaborés,
utilise des carcasses et même parfois des cadavres humains comme appât. Chaque nuit, il attend, immobile, fusil en main, dans le noir, dans le silence. Mais face à Patterson, les lions semblent anticiper chacun de ses gestes. Ils attaquent ailleurs, évitent les appâts, devancent toujours ses pièges, comme s'ils jouaient avec un coup d'avance. Alors Patterson change de stratégie. Il devient traqueur, suit les empreintes, cherche les traces de sang, interroge les survivants. Puis il construit un piège, une cage, des appâts et un fusil prêt à tirer. Il attend, encore, chaque nuit, des heures. Parfois dans un silence total, parfois avec le souffle chaud du vent dans les airs. Une nuit, enfin, un grognement, un frôlement, une ombre. Patterson retient son souffle, le doigt sur la détente. Le monstre est là, près de 3 mètres de long, environ 160 kilos, canine intacte, pas de crinière, juste une masse de muscles et de silence. Une détonation brise la nuit. Le lion est touché, mais il s'échappe. Blessé, il disparaît dans les herbes hautes. Commence alors une traque à pied, lente, dangereuse. Patterson suit les traces de sang séché, les empreintes irrégulières. Pendant 10 jours, il le piste jusqu'à un bosquet isolé. Il s'approche, lentement, fusil épaulé. Le lion surgit. Patterson tire, encore et encore. Enfin, l'animal s'écroule. Le premier est mort. Mais il en reste un. Le second lion, lui, continue d'échapper aux balles et aux pièges. 20 jours supplémentaires seront nécessaires, 9 balles avant que la traque ne s'achève le 29 décembre. Et cette fois, le camp est silencieux, pour de bon. Les démons de Tsavo sont morts. Patterson refuse d'en faire de simples trophées. Il fait tanner leur peau, préserver leur crâne. Des années plus tard, en 1924, il les vend au Field Museum of Natural History à Chicago. Là-bas, les 2 monstres de Tsavo sont reconstitués, empaillés, figés. Leur regard vide fixe les visiteurs sans un mot. Docteur Patterson, plus d'un siècle après les faits, la question reste entière. Pourquoi ces 2 lions ont-ils attaqué des humains ? C'est justement ce que je cherchais à comprendre quand j'ai commencé à étudier leur crâne au Field Museum. J'ai tout de suite remarqué une anomalie. L'un des 2 lions souffrait d'une infection dentaire sévère. Cette blessure rendait la chasse aux proies habituelle particulièrement douloureuse. Donc vous pensez qu'ils ont attaqué les ouvriers simplement parce que c'était plus facile ? En partie, oui. Les humains étaient plus vulnérables, plus lents et aussi plus faciles à mordre. Une proie plus simple dans une période où la nourriture manquait. Mais cela n'explique pas tout. Une seule mâchoire affectée ne justifie pas 135 attaques, ni cette obstination troublante. D'autres chercheurs ont proposé d'autres hypothèses, je crois. Oui, une d'elles remonte aux années 1890, pendant l'épidémie de peste bovine. La maladie décimait le troupeau dans toute l'Afrique de l'Est et les cadavres humains s'accumulaient. Les lions auraient pu goûter puis s'y habituer, s'accoutumer à la chair humaine. Ils auraient alors appris à chasser les humains, notre plupart opportunisme n'est pas habitude. Est-ce que l'environnement de Tsavo a pu jouer un rôle aussi ? Très probablement, Tsavo est une région rude, une chaleur extrême, une végétation dense, un territoire sec et accidenté. Un terrain où survivre demande plus que de la force, il faut de l'adaptabilité et parfois de l'agressivité. Mais les lions de Tsavo sont différents des autres, plus endurants et plus territoriaux. Certains mâles chassent en duo, un comportement rare,
ce qui expliquerait de l'efficacité de leur coordination, oui, peut-être, Norodas. Mais malgré tout ça, aucune autre paire de lions n'a fait la même chose, n'est-ce pas? Non, nulle part ailleurs dans le monde. Et c'est bien cela qui continue de fasciner. Nous avons des données, des hypothèses, mais pas de certitude. Au fond, la science s'arrête ici. Et les mystères, lui, en restent entiers. Et vous, pourquoi pensez-vous que ces lions ont tué autant d'hommes? Laissez votre théorie en commentaire.